À l'audience du 12 février 2024, un autre témoin du nom de M. Ismaël Ba, logisticien, domicilié à Lambagne à l'époque, déclarait devant ce tribunal que le 2 octobre 2009, je suis venu à l'esplanade de la mosquée Faisal pour assister à l'exposition et à la restitution des corps. Après l'altercation entre le ministre Koutoubou Sanou et la population, la police est intervenue. Je suis allé à l'intérieur de la mosquée Faisal. Étant là, la police est rentrée à l'intérieur en lançant des gaz lacrymogènes. Monsieur le Président, même les lieux de culte ne sont pas épargnés. Ça ne leur dit absolument... Là où l'être humain ne leur dit absolument rien, le lieu de culte ne leur dit absolument rien. Ça veut dire que ce ne sont pas des religieux. Ils ne sont ni chrétiens ni musulmans. Ils n'appartiennent à aucune religion, Monsieur le Président, ceux qui ont fait ça. Nous sommes sortis dans la débandade à la recherche d'une autre mosquée pour faire la prière du vendredi. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans une mosquée qui se trouve à la Kamayenne, non loin du cimetière. Après la prière, suite aux demandes répétées d'un imam de ne pas laisser les corps dans les mains des militaires, de peur qu'ils ne les jettent dans la nature ou dans la mer, nous avons été prendre les corps pour les acheminer au cimetière de Cameroun. Voyant la lourdeur de corps et la longue distance à parcourir, des officiers militaires ont proposé de nous aider à les transporter dans les camions, chose que nous avions acceptée difficilement après plusieurs échanges. Oui, on ne pouvait pas être rassuré que si ils embarquaient les corps, qu'ils allaient les amener au cimetière, parce que ce sont des bérets rouges aussi. C'est des bérets rouges, des gendarmes et des policiers qui ont tué. Donc si les mêmes offrent leur camion pour transporter les corps de l'esplanade de la mosquée Faisal au cimetière, les autres ne pouvaient pas être rassurés. Difficilement, ils ont été convaincus, mais ils ont accepté. Une fois au cimetière, nous avions dépêché un jeune pour nous trouver des feuilles pour couvrir les corps, comme à l'accoutumée. Parti à la recherche de ces feuilles, ce dernier a constaté la présence d'une grande tombe qui était fraîchement fermée. Il a attiré notre attention et nous sommes allés faire le constat. La tombe pouvait avoir une largeur d'environ 20 mètres. 20 mètres. Ça veut dire plus large qu'ici, plus large que ce tribunal, cette salle d'audience, Monsieur le Président. 20 mètres. La largeur de la tombe. Mais c'est un charnier. Combien de personnes ont été ensevelies dans ce charnier? Peut-être découpées en morceaux avant d'être ensevelies là-bas. On ne peut pas le savoir. Nous l'avons demandé. Nous avions voulu au moins connaître le contenu de ce charnier, parce qu'on pouvait exhumer ces corps, les expertiser à travers les examens d'ADN. Peut-être on pouvait identifier leurs parents, on pouvait les identifier. Mais l'autre jugement attend. Ce jour, nous avions enterré une vingtaine de corps avant de quitter. On a été accompagné par des sages chrétiens, par un des sages chrétiens du début jusqu'à la fin. Et il a même fait des bénédictions. Il s'agissait de Albert René Gomez. Qu'il en soit remercié. Donc, Monsieur le Président, la partie civile continue à révéler la complicité de dissimulation de corps faite par le ministre de la Santé et le président Moussa Dadis Camara. Mais je suis avec le ministre d'abord. À l'audience du 14 février 2024,
Maître Mamadou Chérif Bari, mécanicien de profession, témoin, déclaré devant ce tribunal que le 28 septembre 2009, alors que j'étais au garage dans l'attente d'un de mes apprentis qui était allé chercher notre repas, j'ai appris qu'un jeune mécanicien a été tué par balle à Koloma. Parti pour l'identification, j'ai découvert qu'il s'agissait de mon apprenti qui a reçu 8 balles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après lui avoir donné 8 balles, parce que l'altercation, c'était autour du bol, c'était autour du repas. Ils ont voulu qu'il leur donne le repas, il a refusé. Donc ils ont retiré de force, et comme il s'est opposé, ils l'ont logé 8 balles. 8 balles. C'est ainsi que je lui ai fait embarquer dans une ambulance de la Croix-Rouge en direction de la morgue de l'hôpital national d'Onka. Arrivé sur les lieux, nous avons débarqué le corps et l'avons déposé à la morgue. Avant même que l'on ne se retire, nous avons été surpris par l'arrivée du ministre de la Santé, colonel Ablaye Chérif Diène, qui débarque avec des militaires et qui nous chasse de l'intérieur de la morgue. Lorsque nous nous sommes retournés dans l'ambulance de la Croix-Rouge, naturellement, un camion militaire a été positionné par marche arrière et des corps ont été embarqués à bord jusqu'à faire le plein. Ce camion a été déplacé pour permettre au second de se positionner. Donc il y avait 2 camions. Au moment où le second a été positionné, nous avons fait le départ. Il ne pouvait plus rester. Le jour de l'exposition des corps à l'esplanade de la mosquée Faisal, nous n'avions pas retrouvé le corps de notre apprenti. C'est pourquoi nous réclamons tous ces corps au colonel Ablaye Chérif Diène. Suivant PV d'audition de partie civile du 29 janvier 2014, Côte 1230, Madame Traoré née Fanta Camara, marieuse, domiciliée au quartier Afia 1, déclaré: lorsque je suis rentré au stade, soudain j'ai entendu un détonnement d'armes. Lorsque je me suis déplacé, j'ai aperçu la rentrée massive des militaires qui tiraient à bout portant sur les gens lesquels tombaient. Dans la panique, les enfants m'entouraient et m'appelaient maman, maman. Donc, il y avait même des enfants là-bas. Parce qu'il est important de rappeler qu'il y a des familles entières qui se sont déplacées de leur domicile pour aller au stade. Parce que pour ces familles, c'était pour une manifestation pacifique, une manifestation joyeuse. C'était pour écouter leur leader politique. C'est pourquoi ils ont pris toute leur famille pour s'y rendre. Ces enfants se sont perdus avec leurs parents. La femme raconte: par la suite, j'ai constaté que les agents administraient des coups sur les leaders. Subitement, étant avec les enfants, un militaire a braqué l'arme vers moi. Malgré tout, il m'a donné un coup de crosse sur ma tête et ensuite sur mes côtes gauches en disant qu'ils nous tueront tous. Même un poussé ne sortira vivant. Ah oui. S'ils avaient beaucoup plus de chargeurs, en dehors des 2 chargeurs qui étaient détenus par chacun, personne n'allait sortir du stade. Personne. Il n'y aurait pas eu de blessés, parce que tout le monde allait être écrasé. Mais c'est quand les munitions étaient complètement épuisées qu'ils ont commencé à poignarder, à frapper, à découper, à égorger, jusqu'à même être fatigués. À un moment donné, ils ne pouvaient même plus agir. Il suffit de procéder à une expérience seulement. Lorsque vous frappez quelqu'un, lorsque vous poursuivez les coups, à un moment donné, vous-même, vous allez être fatigué.
C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté qu'une femme en état de famille a été tuée. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, voilà le parcours ce jour, 28 septembre, 29 septembre et 30 septembre 2009, de colonel Abla Chérif Diaby. Succinctement, à entendre la narration de ces faits, colonel Chérif est venu à Donka 3 fois. La première fois, c'est ce jour-là, 28 septembre, après qu'il ait quitté le camp pour rencontrer Monsieur le Président. Et à son arrivée, il a trouvé des personnalités du ministère de la Santé. Et ces personnes ne sont pas des personnes ordinaires à lui. C'est des personnes qui lui ont inculqué des connaissances. Ce sont ses professeurs, ses enseignants. Et en pleine journée, comment, face à un tel drame, que Monsieur le ministre, en sa qualité de ministre d'État de la Santé, puisse se permettre de proférer des injures, de porter des coups sur des personnes qui sont déjà couchées par terre, malades. Et en présence de qui? En présence de ses professeurs. Professeur Namori Baldé, Namori Keta est passé ici, Monsieur le Président. Nulle part dans sa narration des faits, il n'a fait état qu'un seul instant que le colonel Chérif a porté des coups. Ce monsieur, c'est des références de ce pays, ou une des références de ce pays. Il ne peut pas accuser le colonel, il ne peut pas aussi refuser de dire ce qu'il a fait. Alors, mais si on veut coûte que coûte mettre la main sur une personne, on passe par tous les moyens illégaux. Son deuxième passage à Donka, c'était là où il est passé et puis tout de suite il a continué pour rencontrer son équipe au département pour mettre automatiquement en place un devis pouvant amener Monsieur le chef de l'État à l'époque de prendre une décision d'ordonner la sortie de ces fonds pour s'occuper de ces malades. C'est une action salutaire. C'est une action salutaire. Et lui seul, le même jour, Monsieur le Président, il est parti rencontrer Monsieur le Président Dadis. Ce dernier aussi était prêt sur ses pieds. Il a donné l'ordre au ministre des Finances de débloquer un montant important pouvant soulager les blessés. C'est un médecin, c'est vrai. Mais en ce moment précis, il était ministre d'État. C'est ministre d'État. Son troisième passage à Donka, Monsieur le Président, c'est en compagnie de ces deux hautes personnalités de l'État, des deux États d'ailleurs. Le président Dadis, et tout le monde l'a vu le jour-là, à la télé, en compagnie de l'ex-président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le ministre était à ses côtés. Mais à quel moment donc, colonel Chérif a blessé? À quel moment il a porté des coups? À quel moment? Le parquet ne vous a pas précisé cela. Mieux, Monsieur le Président, vous avez pris soin, vous avez pris la prudence, vous avez pris la patience totale d'entendre tout le monde, toutes les parties civiques qui sont passées ici, une à une. Quelqu'un n'est pas venu ici vous présenter en face pour dire « Colonel Chérif m'a boxé ce jour-là ». Qui était présent? Voilà la personne qui était présente ce jour-là. Voilà une autre personne qui était présente ce jour-là. Colonel Chérif m'a porté des coups. Et ces mêmes partis civils, personne n'a exhibé un certificat médico-légal justifiant que c'est suite aux coups et des blessures administrées par le colonel à son encontre qu'il a eu cette incapacité. Personne. Personne.
Les témoins sont venus. Monsieur le Président, encore une fois de plus, on avait affaire à deux catégories de témoins. Il y avait un groupe qui sont venus déposer de manière honnête, de manière sincère, parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont vécu. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont entendu avec des preuves d'autres témoins à l'appui dans cette salle. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais attaquer en ce qui concerne ces infractions précises. Mais un autre groupe, c'est ceux-là qui étaient venus ici simplement, Monsieur le Président, pour une promenade de santé. Quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un qui a fui, qui vous dit, j'ai appris, je suis un journaliste. Il est allé jusqu'à même prêcher le faux dans cette salle. Mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il voulait chercher? Simplement, c'était pour apparaître simplement à la petite télévision. C'était une promenade de santé. Il n'a rien donné. Il nous a fait plutôt perdre de temps. Il sait, la personne qui est en train de parler, là où il se trouve, dans son bureau, il m'entend, il m'écoute et il sait, c'est de lui que je parle. Alors, pourquoi donc on reproche, colonel, des faits de coups et blessures volontaires, en dépit des actions qu'il a menées, en dépit de ces actes qu'il a posés? Docteur Fatou, ce qui est passé, Monsieur le Président, ici, c'est une dame que je respecte. Elle est respectueuse, elle est respectable. Mais nulle part, dans sa conscience, n'a présenté ici un élément constituant des reproches quelconques à l'encontre du colonel. Parce que c'est elle qui était directrice nationale dans ton cas. Quand même, elle recevait tout le monde. Pour vous dire que cette infraction n'est pas constituée, Monsieur le Président, de manière classique, chaque infraction, pour sa constitution, il faut l'emploi, il faut la constitution des éléments. Il faut que ces éléments soient réunis. Au sens de l'article 239, Monsieur le Président, vous avez 3 éléments. Le premier élément, c'est le test lui-même, l'élément légal. On ne discute pas là-dessus. Le second élément, c'est l'élément matériel. Mais cet élément matériel renferme des petites conditions sans lesquelles l'on ne saurait indexer quelqu'un pour coups et blessures volontaires. Il faut d'abord le premier élément, ou sous-élément de cet élément matériel, il faut un acte de violence physique infligé à une victime. Un acte de violence physique. Cet acte, c'est au sens large. Ça peut être une arme blanche. Ça peut être une partie, n'est-ce pas, des membres de la personne. C'est-à-dire les mains, les pieds, la tête. Il faut un acte de violence physique. Le législateur a été très clair. Un acte de violence physique. Qui a présenté cet acte ici? Ou qui a présenté un des actes? Que c'est à partir de cet acte-là que le colonel s'est jeté sur ma personne, m'a boxé, m'a piétiné, m'a giflé, m'a blessé. Nous avons duré ici. J'ai décidé d'assurer la défense du colonel. Et c'est pourquoi, au prix de mon temps, j'étais dans cette salle d'audience depuis le début, 28 septembre 2022, jusqu'à date à laquelle je suis en train de présenter les plaidoiries. Je suis présent. J'écoute, je parle peu. Parce que si ce n'est pas important, je ne m'intéresse pas. Parce que si ce n'est pas nécessaire, je ne prends pas la parole. C'est lorsque véritablement c'est nécessaire, je demande la parole respectueusement à Monsieur le Président. Et vous m'accordez ce droit. Je vous en félicite et je vous remercie d'avance.